J'ai élevé mes petits-enfants pendant 12 ans gratuitement. Quand je suis tombée malade, ils m'ont dit qu'il valait mieux que je meure. Dites-moi ce que vous en pensez. Votre opinion est très importante et abonnez-vous à ma chaîne pour soutenir mon travail, votre aide est très précieuse. Ce dimanche après-midi, mes mains tremblaient en dressant la table pour le déjeuner. C'était le 15e anniversaire de mes petits-enfants jumeaux, Théo et Isabelle. 12 ans se sont écoulés depuis qu'ils sont arrivés chez moi, si petits, à peine 3 ans. Je me souviens encore de leur petit visage effrayé le premier jour, agrippé à ma jupe, alors que ma fille, Sophie, partait en hâte pour une autre journée de travail au printemps. Ce jour-là, elle a promis que ce ne serait que pour un court moment, juste le temps de se stabiliser après son divorce. Mais les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois et les mois en années. Et voilà, moi, Martine, 67 ans, consacrant chaque minute de ma vie à élever ces 2 enfants qui sont devenus ma raison de vivre après le départ d'Alain, mon mari. J'ai ajusté la composition florale au centre de la table, celle que j'utilise lors d'occasions spéciales depuis que j'ai emménagé à Nice. Les murs du salon conservaient les photos que j'ai prises au fil des ans. Le premier jour d'école, les spectacles de danse d'Isabelle, les matchs de foot de Théo. Sur chaque image, j'étais là, applaudissant, encourageant, prenant soin d'eux. Sophie apparaissait sur certaines, toujours avec des cadeaux coûteux à la main, comme si des objets pouvaient compenser son absence. Mon cœur s'est serré lorsque j'ai entendu le bruit de la voiture de Philippe, son mari actuel, se garer devant la maison. C'était un homme important, disait-on, propriétaire d'hôtel. Mais il y avait quelque chose dans sa façon d'être qui me donnait froid dans le dos. Depuis qu'il avait épousé Sophie, il y a 2 ans, il tenait à préciser qu'il me considérait comme un poids pour la famille. « Mamie, tu es obligée d'utiliser cette vieille nappe ?» a demandé Isabelle, entrant dans le salon avec cette nouvelle attitude qui me blessait tant. On aurait pu faire la fête au traiteur que Philippe a suggéré. J'ai ravalé ma salive, sentant le goût amer du changement. Mes petits-enfants, qui avant couraient dans mes bras pour demander des histoires et des biscuits faits maison, faisaient maintenant la moue devant mes traditions. Les paroles de Sophie résonnaient dans mon esprit. « Maman, tu dois te moderniser. Tu étouffes les enfants avec ces vieilleries. » Vieille. C'est ainsi qu'ils me voyaient, maintenant. Moi, qui ai utilisé ma retraite pendant des années pour m'assurer qu'ils ne manquent de rien. Moi, qui me levais à 5 heures du matin pour préparer le café et les déposer à l'école. Moi, qui connaissais leur spectacle scolaire par cœur, pendant que Sophie envoyait des messages disant qu'elle était trop occupée pour venir. Le déjeuner s'est déroulé dans une ambiance tendue, avec des conversations superficielles et des sourires forcés. C'est alors que Philippe s'est raclé la gorge et a fait l'annonce qui allait tout changer. Bon, puisque nous sommes tous réunis, je voulais partager une nouvelle. J'ai réussi à obtenir une excellente affaire pour le nouveau complexe hôtelier. Nous avons juste besoin de vendre quelques biens pour investir, y compris cette maison. Mon monde s'est arrêté. La cuillère que je tenais est tombée sur l'assiette avec un cliquetis qui a résonné dans le salon. « Comment ça, vendre la maison ?» ai-je demandé, la voix tremblante. « Oh, maman, ne fais pas de cinéma. » Sophie a levé les yeux au ciel. « Tu peux aller dans cette nouvelle résidence, tu sais? Celle qui ouvre le mois prochain? Ce sera mieux pour tout le monde. » Mieux pour tout le monde. Les mots m'ont frappé comme une gifle. J'ai regardé les jumeaux, cherchant un signe de protestation. Mais ils gardèrent les yeux fixés sur leurs propres assiettes. Leur silence faisait plus mal que n'importe quelle parole. « Cette maison, » ai-je commencé, mais j'ai été interrompu par un étourdissement soudain. Depuis des semaines, je ressentais ces vertiges, mais je n'en avais parlé à personne. Je ne voulais inquiéter personne. Ou peut-être, au fond, je savais qu'il s'en ficherait. « Vous allez bien, mamie ?» a demandé Théo, et pendant un instant, j'ai vu une lueur du garçon affectueux qu'il était autrefois. « Oui !» ai-je menti, forçant un sourire. « J'ai juste besoin de me reposer un peu. » Je me suis levée de la table avec difficulté, ignorant les regards impatients de Sophie et Philippe. Dans le couloir qui menait à ma chambre, je suis passée devant les portraits accrochés au mur. Sur l'un d'eux, Alain tenait les jumeaux nouveau-nés, son sourire si plein d'amour. « Que ferais-tu à ma place ?» ai-je murmuré à la photo. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, je me suis assise sur le balcon avec une tasse du thé le plus simple. L'importé que j'aimais tant n'entrait plus dans mon budget.
Les lumières de Nice scintillaient au loin, et le vent apportait l'odeur des mandariniers du jardin, ceux qui donnèrent les fruits pour ma confiture primée au festival de la ville. Mais ce soir-là, quelque chose était différent. Le vertige est revenu, plus fort cette fois, accompagné d'une douleur aiguë dans la poitrine. J'ai essayé de me lever, mais mes jambes ont flanché. La tasse a glissé de mes mains, se brisant sur le sol. Le monde a tourné, et la dernière chose que j'ai vue a été le portrait d'Alain au mur, son sourire doux maintenant flou par l'obscurité qui envahissait ma vision. « Au secours !» ai-je murmuré, mais il n'y avait personne pour m'entendre. La maison, qui pendant tant d'années a été remplie de rires et de vie, était maintenant silencieuse, terriblement silencieuse. Je me suis réveillée dans une chambre d'hôpital, le bip des machines résonnant autour de moi. La première personne que j'ai vue a été Juliette, l'infirmière aux cheveux gris et aux yeux doux, ajustant ma perfusion. J'ai essayé de bouger, mais mon corps me semblait trop lourd. « Calmez-vous, Madame Martine », a-t-elle murmuré, ajustant mon oreiller. « Vous avez eu un malaise grave. Heureusement que votre voisine a entendu le bruit de la tasse qui s'est brisée et a appelé l'ambulance. » J'ai fermé les yeux, sentant les larmes couler. Madame Cécile, ma voisine depuis plus de 30 ans, toujours aux petits soins pour moi, alors que ma propre famille. Je n'ai même pas pu terminer ma pensée. « Où est Sophie ?» ai-je demandé, même si j'imaginais déjà la réponse. « Nous avons appelé votre fille dès que vous avez été admise », a répondu Juliette, hésitante. Elle a dit qu'elle était à une réunion importante avec son mari et qu'elle viendrait dès qu'elle le pourrait. Ces mots m'ont transpercé comme des aiguilles. Combien de fois avais-je tout laissé tomber pour courir quand Sophie avait besoin de moi? Combien de nuits blanches avais-je passé avec les jumeaux malades alors qu'elles ne pouvaient pas manquer le travail? Madame Martine, la voix de Juliette m'a ramené au présent. Vous devez faire des examens. Le médecin a noté quelque chose d'étrange dans vos résultats préliminaires. Plus tard dans la journée, allongée seule dans ma chambre d'hôpital, je regardais par la fenêtre le soleil se coucher sur Nice. Le médecin avait été clair, il y avait un nodule suspect qui devait être examiné. Les mots « biopsie » et « traitement » résonnaient encore dans mon esprit lorsque Sophie est finalement apparue. Il faisait déjà nuit. « Maman, tu fais toujours un drame », a-t-elle dit, jetant son sac de marque sur le fauteuil. « Je suis sûre que ce n'est rien, mais je dois régler une chose avec toi. Philippe a déjà préparé les papiers de la maison. Il ne te reste plus qu'à signer et... Votre mère a besoin de repos, a interrompu Juliette, entrant dans la chambre. Je n'avais jamais ressenti autant de gratitude pour quelqu'un que je connaissais à peine. Les visites sont terminées pour aujourd'hui. Après le départ de Sophie, bouffant d'irritation, Juliette s'est assise à côté de moi. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, un mélange de compréhension et de force qui m'a instantanément mise en confiance. « Vous savez, Madame Martine, » a-t-elle commencé, « j'ai aussi élevé mes 3 enfants seuls après le départ de mon mari. Je sais ce que c'est de se sentir invisible, même quand on est celle qui tient, tout à bout de bras. » Ces paroles ont ouvert une écluse en moi. Entre 2 sanglots, j'ai tout raconté. Les 12 ans passés à m'occuper des jumeaux, les économies dépensées, les rêves reportés, le festival de la mandarine auquel je ne participais plus parce que Philippe trouvait ça ringard. Et maintenant, ils veulent m'envoyer dans une maison de retraite, ai-je conclu, essuyant mes yeux avec le drap rêche de l'hôpital. « Vous êtes toujours la propriétaire de la maison ?» a demandé Juliette après un moment de silence. « Oui, Alain a tout laissé à mon nom, mais Sophie a toujours dit que c'était pour elle et les garçons. » Madame Martine. Juliette a serré mes mains avec fermeté. « Ma sœur travaille au cadastre. La semaine dernière, un homme est venu demander des informations sur votre propriété. Je pense qu'il faut qu'on surveille ça de près. » Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Les paroles de Juliette se mélangeaient à d'anciens souvenirs. Alain me faisant promettre de ne jamais abandonner notre foyer, les premiers pleurs des jumeaux résonnant dans les couloirs, l'odeur de la confiture de mandarine bouillonnant sur la cuisinière. Les jours à l'hôpital s'éternisaient. Théo et Isabelle sont venus me rendre visite une fois, amenés par leur professeur de mathématiques, celui que j'ai toujours aidé pour les fêtes de l'école. J'ai compris qu'il ne leur avait pas parlé de ma réelle condition.
Mamie, tu reviens vite, hein? A demandé Isabelle, sans me regarder dans les yeux. Parce que Philippe a déjà commencé à faire des changements dans la maison. Il a dit qu'il allait tout moderniser. Mon cœur s'est serré. Quel changement, ma chérie? Ah, il a fait enlever toutes tes vieilles photos du mur, a répondu Théo, pianotant sur son téléphone. Il a dit qu'elles ne correspondaient pas à la nouvelle décoration. À ce moment-là, quelque chose a commencé à changer en moi. C'était comme si chaque parole était une brique construisant un mur de détermination dans ma poitrine. Je me suis souvenu des paroles d'Alain avant de partir. « Marie, tu es plus forte que tu ne le penses, tu dois juste y croire. » Le soir, Juliette est entrée dans la chambre avec une expression sérieuse. « Madame Martine, ma sœur a découvert quelque chose. Des gens essaient de faire un transfert illégal de votre maison. Et ce n'est pas tout. Ce complexe hôtelier dont votre gendre parle tant, il est plein de dettes. » Je me suis assise sur le lit, ignorant la douleur que je ressentais. Encore. Comment ça? Vous saviez qu'il avait déjà tenté ce coup auparavant? Dans d'autres villes, il s'approche des familles, gagne leur confiance et ensuite, enfin, vous n'êtes pas la première. La chambre a commencé à tourner, mais cette fois ce n'était pas par faiblesse. C'était de la colère. Une colère que je ne savais pas que je pouvais encore ressentir. La colère d'avoir été prise pour une idiote, de voir mes petits-enfants manipulés, de toutes les fois où je m'étais tue. Il y a encore une chose, a continué Juliette, sortant une enveloppe de son sac. J'ai trouvé ça quand on rangeait les archives de l'hôpital. Ce sont des examens de votre mari, datant d'il y a 15 ans. Avec, il y avait ces lettres, adressées à vos petits-enfants. Les mains tremblantes, j'ai ouvert l'enveloppe. L'écriture d'Alain, si familière, a rempli mes yeux de larmes. C'étaient des lettres pour Théo et Isabelle, à ouvrir lorsqu'ils auraient 18 ans, et avec des documents d'un investissement qu'il avait fait en leur nom. Il savait, ai-je murmuré. Alain savait qu'ils auraient besoin d'aide à l'avenir. Cette nuit-là, allongée sur mon lit d'hôpital, je me suis fait une promesse. Je ne serai plus la petite vieille fragile que tout le monde pensait que j'étais. Il était temps de montrer la vraie Martine, celle qu'Alain a toujours vue, celle que j'avais oubliée qui existait. Le médecin est entré dans la chambre le lendemain matin avec les résultats de la biopsie dans ses mains. Je n'avais plus peur. Quel que soit le résultat, j'étais prête à me battre. Non seulement pour ma santé, mais pour ma dignité, pour la mémoire d'Alain, pour l'avenir de mes petits-enfants. « Madame Martine, a-t-il commencé, nous avons un long chemin à parcourir, mais il existe un traitement expérimental. » J'ai serré la lettre d'Alain contre ma poitrine. Dehors, le soleil se levait sur Nice, et avec lui, une nouvelle Martine commençait également à se réveiller. Le traitement expérimental a commencé un lundi matin. Juliette me tenait la main pendant que la médication entrait dans mes veines et j'observais les nuages par la fenêtre de l'hôpital, pensant à la façon dont la vie tourne. Sur le mur en face de mon lit, j'ai accroché la dernière photo que j'ai prise avec Alain, celle du Festival de la Mandarine où ma confiture a remporté le premier prix. Son sourire fier me donnait des forces. « Vous n'allez pas le croire », a murmuré Juliette, regardant son téléphone. « Ma sœur du cadastre a découvert d'autres choses sur votre gendre. Il paraît qu'il doit de l'argent à tout le monde à Nice. Le fameux complexe hôtelier n'est qu'une façade. » J'ai secoué la tête, ressentant un mélange de tristesse et d'indignation. « Et ma fille ne se rend compte de rien ? » « Parfois, on ne voit que ce qu'on veut voir, Madame Martine, » a-t-elle répondu, ajustant mon oreiller. « Mais il y a plus. J'ai trouvé de vieux documents de votre mari dans les archives de l'hôpital. Monsieur Alain était plus malin que tout. » Le monde ne le pensait. Cet après-midi-là, après la fin de la médication, Juliette m'a montré une chemise jaunie. À l'intérieur, en plus des lettres pour les jumeaux, il y avait des documents qui m'ont fait retenir mon souffle. Alain n'avait pas seulement laissé la maison à mon nom. Il avait tout enregistré au cadastre de telle manière que personne ne pourrait contester. Et plus encore, il avait ouvert un compte d'épargne pour les petits-enfants qui ne pourrait être consulté que lorsqu'ils auraient 18 ans, avec une condition spéciale écrite de sa propre main. Cet argent est destiné à l'éducation de Théo et Isabelle, à condition qu'ils gardent le respect et le soin de leur grand-mère Martine. Pendant que je lisais les papiers,
Les larmes brouillaient ma vision. Alain disait toujours qu'un jour, je devrais montrer ma force, mais je n'ai jamais complètement compris ce qu'il voulait dire, jusqu'à maintenant. « Madame Martine, » a dit Juliette, à voix basse, « vous ne pouvez pas les laisser vous marcher dessus comme ça. Vous imaginez combien d'autres familles ce Philippe a dû tromper? Et maintenant, il veut faire ça avec sa propre famille ?» C'est à ce moment-là que j'ai entendu des voix familières dans le couloir. Sophie est entrée dans la chambre comme un ouragan. Philippe, juste derrière elle, portant une chemise de documents. Rapidement, Juliette a caché les papiers d'Alain dans le tiroir à côté du lit. « Maman, on a apporté les papiers de la maison pour que tu les signes, » a annoncé Sophie sans même me demander comment j'allais. « L'agent immobilier est déjà intéressé et… » « Madame Sophie, » a interrompu Juliette, sa voix ferme mais polie. « Votre mère vient de recevoir sa médication. Ce n'est pas le moment de parler d'affaires. » J'ai vu le visage de Philippe se tordre dans une expression de mécontentement. Il n'a jamais aimé être contredit, surtout par quelqu'un qu'il considérait comme inférieur. Mais Juliette est restée inébranlable, ses yeux fixés sur lui comme si elle pouvait voir à travers sa façade. « Écoutez-moi bien, » a-t-il commencé, mais il a été interrompu par un coup à la porte. C'était Madame Cécile, ma voisine, apportant une thermos de tisane à la verveine de son jardin. « Marie, je t'ai apporté cette tisane que tu aimes tant, » a-t-elle dit, ignorant complètement les regards irrités de Sophie et Philippe. « Ah, et je dois te raconter quelque chose. Tu sais, cet agent immobilier qui posait des questions sur ta maison? Eh bien, j'ai découvert que c'est le cousin de Philippe. Il pense qu'on est bête, hein ?» Le silence qui a suivi a été assourdissant. J'ai vu le visage de Philippe pâlir et Sophie le regarder avec une expression confuse. À cet instant, j'ai senti une force ancienne se réveiller en moi. Cette même force qui m'avait fait élever 2 petits-enfants pratiquement seuls. « Sophie, » ai-je dit, ma voix plus ferme que ces dernières semaines, « je crois qu'il faut qu'on parle, de beaucoup de choses. »« Plus tard, maman, » a coupé Sophie, attrapant son sac. « Nous avons un rendez-vous maintenant. Allons-y, Philippe. » Ils sont sortis précipitamment, laissant une traînée de tension dans l'air. Dès que la porte s'est refermée, Juliette et Madame Cécile ont échangé un regard. « Madame Martine, » a dit Madame Cécile, servant le thé, « il y a encore quelque chose que vous devez savoir. Hier soir, j'ai vu Philippe se disputer au téléphone, dans sa voiture. Quelque chose à propos de dettes et de dates limites. Il avait l'air désespéré. Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. Les paroles d'Alain dans les lettres aux petits-enfants me martelèrent l'esprit. Avait-il tout prévu? C'est pour ça qu'il avait tant insisté pour tout laisser documenter. Le jour suivant s'est levé avec une surprise. Théo et Isabelle sont apparus à l'hôpital avant l'école sans prévenir personne. Il y avait quelque chose de différent dans leurs regards. « Mamie, » a commencé Isabelle, sa voix tremblante. « On a trouvé quelque chose à la maison, dans le grenier. » Théo a sorti de son sac à dos un vieux cahier, recouvert de tissu à fleurs. Mon cœur s'est arrêté. C'était le journal que j'avais tenu pendant toutes ces années, enregistrant chaque moment spécial de leur vie. « On a lu, » a continué Théo, ses yeux humides. « Chaque page, vous avez tout gardé, nos premiers mots, nos peurs, nos joies, même les recettes de nos gâteaux d'anniversaire, » a complété Isabelle, une larme coulant sur sa joue. « Et vous avez toujours insisté pour faire le goût que chacun préférait, même en devant en préparer 2 différents. » J'ai tendu mes bras et pour la première fois depuis longtemps, mes petits-enfants se sont approchés pour une vraie accolade. L'odeur du shampoing d'Isabelle, le même que j'achetais toujours quand elle était petite, s'est mêlée aux larmes qui coulaient maintenant librement. « Mamie, » a dit Théo, sa voix étouffée contre mon épaule, « pourquoi vous ne nous avez jamais raconté à quel point vous vous êtes sacrifié pour nous ?»« Parce que l'amour n'a pas besoin d'être annoncé, mon chéri, » ai-je répondu, caressant ses cheveux. Il existe simplement et se montre dans les petites choses. À cet instant, j'ai entendu un bruit à la porte. C'était Sophie, debout là, observant la scène avec une expression que je n'avais pas vue depuis des années. Pendant un instant, j'ai aperçu en elle la fillette qui, un jour, courait aussi dans mes bras chercher du réconfort. « Maman, » a-t-elle commencé, sa voix brisée. « Je crois que j'ai découvert certaines choses sur Philippe, et sur moi aussi. »
Le soleil du matin entrait par la fenêtre de l'hôpital, illuminant la pièce d'une lumière dorée. Dehors, la ville de Nice commençait une nouvelle journée, sans savoir que, dans cette petite chambre d'hôpital, une famille commençait à se reconnecter à travers des vérités gardées depuis longtemps. Mais je savais qu'il y avait encore plus de révélations à venir. L'investissement qu'Alain a laissé aux petits-enfants, les dettes de Philippe, les documents de la maison, tout cela formait un puzzle qui se compléterait bientôt. Et moi, Martine, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'étais prête à affronter n'importe quelle tempête qui viendrait. J'ai serré le vieux journal dans mes mains, ces pages usées contenant non seulement des souvenirs, mais la preuve d'un amour qui a résisté à tout. Et maintenant, ce même amour serait la force qui nous aiderait à reconstruire ce qui était brisé. Les jours à l'hôpital ont commencé à passer différemment après ce matin-là. Le traitement expérimental fonctionnait mieux que les médecins ne l'espéraient, et je sentais mes forces revenir petit à petit, comme si chaque goutte de médication ramenait non seulement ma santé, mais aussi ma volonté de me battre. Théo et Isabelle apparaissaient maintenant tous les jours après l'école. Ils apportaient leurs cahiers et faisaient leurs devoirs assis à côté de moi, comme au bon vieux temps. Parfois, ils prenaient le vieux journal et me demandaient de raconter davantage d'histoires qui y étaient écrites. Un de ces après-midi, Isabelle a trouvé la page qui parlait de son premier spectacle de danse. « Mamie, vous avez même gardé le ruban de mes cheveux de ce jour-là », s'est-elle exclamée, les yeux brillants en trouvant le petit nœud rose collé à la page. « Et j'ai aussi gardé le billet de ton premier match de foot, Théo, » ai-je dit, tournant la page. « Celui où tu as marqué 2 buts et tu n'arrêtais pas de sauter de joie. » C'est à ce moment-là que Sophie est entrée dans la chambre. Elle était différente des dernières fois, sans maquillage, les yeux gonflés, semblant avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Elle s'est assise sur le fauteuil à côté du lit, ses mains tremblant légèrement. « Maman » a-t-elle commencé, la voix basse, « je dois te raconter quelque chose, à propos de Philippe. » Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Juliette est entrée précipitamment dans la chambre, portant un journal local. « Madame Martine, vous devez voir ça. » En première page, un titre en gros caractères, « Un entrepreneur du secteur hôtelier est visé par une enquête pour fraude en série. » La photo de Philippe, dans un costume coûteux, souriait cyniquement à l'objectif. « Il a disparu », a continué Sophie, les larmes commençant à couler. « Il a emporté presque tout l'argent de notre compte joint. L'appartement que nous avons acheté, il n'a jamais payé les échéances. Nous sommes expulsés. » Théo et Isabelle ont couru embrasser leur mère, pendant que j'absorbais cette information. Soudain, les paroles d'Alain prenaient encore plus de sens. Il disait toujours que notre maison n'était pas seulement un toit, c'était une forteresse pour les temps difficiles. « Sophie », ai-je appelé doucement, « ouvre ce tiroir-là. » Les mains tremblantes, je lui ai remis les documents qu'Alain avait laissés. Pendant qu'elle lisait, ses yeux s'écarquillaient, comprenant finalement toute l'étendue de ce que son père avait planifié. « Papa, il savait qu'un jour nous pourrions avoir besoin, » a-t-elle murmuré, passant ses doigts sur la signature, d'Alain. « Ton père a toujours été plus sage que nous tous, » ai-je répondu, sentant le poids de cette vérité. Il n'a pas laissé seulement une maison ou un investissement. Il a laissé un héritage d'amour et de protection. Ce soir-là, après le départ de tout le monde, Juliette est restée pour son service. Pendant qu'elle ajustait mes oreillers, elle a raconté d'autres découvertes. « Madame Martine, la police a trouvé des documents qui prouvent que Philippe a déjà fait ça dans d'autres villes. Il s'approchait de familles, principalement avec des femmes seules, prétendait être un entrepreneur prospère. Et laissait une traînée de destruction, ai-je complété, ressentant un mélange de colère et de soulagement d'avoir tout découvert à temps. Les jours suivants ont été marqués par des changements intenses. Sophie et les jumeaux sont revenus à la maison, notre maison. Peu à peu, les vieilles photos que Philippe avait fait enlever ont de nouveau occupé les murs. Chacune d'elles racontait une histoire, un souvenir qui était maintenant vu avec d'autres yeux. Un après-midi, j'ai trouvé Sophie dans le grenier, assise sur le sol parmi de vieilles boîtes, pleurant doucement en tenant une photo d'elle enfant avec moi et Alain. « Pardonne-moi, maman », a-t-elle sangloté quand elle m'a vue. Je me suis
tellement perdue en essayant de prouver quelque chose, en essayant d'être quelqu'un, que j'ai oublié qui a toujours été à mes côtés. Je me suis assise à côté d'elle, ignorant les protestations de mes articulations. Ma chérie, parfois on a besoin de se perdre pour se retrouver. C'est alors qu'Isabelle a monté en courant les escaliers du grenier, tenant un papier à la main. « Mamie, regarde ce que j'ai trouvé au milieu du journal. Une ancienne recette de ta confiture de mandarine. » La recette, jaunie par le temps, portait les annotations d'Alain sur les marges. La confiture primée de ma Marie. Un peu d'amour. Dans chaque pot, Sophie a pris le papier, ses yeux parcourant les mots. « Maman, tu te souviens quand tu faisais cette confiture pour chaque festival de la mandarine? J'adorais t'aider à éplucher les fruits. Et maintenant, ai-je dit, un sourire se formant, que diriez-vous de reprendre cette tradition? Le festival est le mois prochain. » À ce moment-là, quelque chose a changé dans le regard de Sophie. C'était comme si une lumière ancienne se rallumait, cette même lumière que je voyais quand elle était petite et rêvait du futur. « Tu sais, maman, a-t-elle dit, essuyant ses larmes, j'ai réfléchi. Maintenant que je recommence, je voudrais reprendre mes études. J'ai toujours voulu faire des études supérieures, mais il n'est jamais trop tard, ai-je complété, serrant sa main. Ton père a laissé de l'argent de côté, non seulement pour les jumeaux, mais pour toi aussi. Il croyait qu'un jour tu voudrais réaliser tes rêves. Théo est apparu à la porte du grenier, portant une vieille boîte. Regardez ce que j'ai trouvé. Les photos du mariage de mamie et papy. Nous avons passé le reste de l'après-midi là, parmi des photos, des souvenirs et des projets pour l'avenir. L'odeur de moisi du grenier se mélangeait à l'arôme des mandarines. Du jardin qui commençait déjà à mûrir pour le festival. À un moment donné, Sophie a pris une photo spécifique, moi et Alain, le jour de notre mariage, jeunes et souriants. Comment papa pouvait-il voir si loin, maman? Comment savait-il qu'un jour, nous aurions tellement besoin les uns des autres? Ton père disait toujours que la famille, c'est comme une recette de confiture, ai-je répondu, souriante au souvenir. Il faut du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Et parfois, quand il semble que tout est perdu, il suffit de revenir à l'essentiel, aux ingrédients principaux. Dehors, le soleil commençait à se coucher sur Nice, peignant le ciel en stanza orange. La même couleur que les mandarines de notre jardin. Une couleur qui me rappelait toujours qu'après chaque nuit sombre, vient une nouvelle aube. Le traitement n'était pas encore terminé et il y avait beaucoup à reconstruire. Mais maintenant, assise là dans le grenier avec ma famille, parmi d'anciens souvenirs et de nouveaux rêves, je savais que nous étions sur la bonne voie. Le chemin qu'Alain avait tracé pour nous, bien avant que nous ne partions perdre notre chemin. 6 mois se sont écoulés depuis cet après-midi dans le grenier. Le calendrier sur le mur de la cuisine marquait la date du festival de la mandarine, et l'arôme doux des fruits cuisinants remplissait chaque coin de la maison. Mes mains, encore un peu tremblantes à cause du traitement, remuaient la bassine, en cuivre, qui avait appartenu à ma mère, pendant qu'Isabelle et Sophie séparaient les fruits les plus mûrs du jardin. « Maman, je crois que cette fournée sera meilleure que celle de l'année dernière, » a commenté Sophie, goûtant un peu de confiture avec la cuillère en bois. Ses yeux brillaient de cette façon particulière, la même qu'elle avait quand elle était enfant et m'aidait dans la cuisine. Le traitement expérimental avait fonctionné. Les médecins pouvaient à peine croire à ma guérison. Juliette, qui était maintenant plus qu'une infirmière, était une amie chère, disait que j'avais combattu avec la force d'une armée. Mais je savais que ma force venait de quelque chose de beaucoup plus profond, l'amour de ma famille reconquis. « Mamie, Madame Cécile est à la porte, » a crié Théo du salon. Elle a apporté plus de mandarines de son jardin. Notre voisine est entrée en portant un panier débordant de fruits, son sourire aussi brillant que le soleil qui entrait par les fenêtres. « Marie, je t'ai apporté les plus douces. Cette année, tu vas gagner le premier prix à nouveau, j'en suis sûre. » Pendant que nous rangions les fruits, Sophie feuilletait ses cahiers universitaires sur la table de la cuisine. À 42 ans, elle avait repris ses études, un cursus en sciences de l'éducation, son rêve ancien. Utilisant l'argent qu'Alain avait mis de côté, elle réalisait enfin ce qu'elle avait toujours voulu. « Tu sais, maman, » a-t-elle dit, fermant le cahier, « hier, j'ai rencontré Marilda, cette ancienne voisine. Elle m'a raconté que Philippe a été arrêté à Lyon. Il paraît qu'il a essayé de faire le même coup à une autre famille. »
J'ai fait le signe de croix, remerciant en silence d'avoir échappé à ce destin. Les nouvelles des fraudes de Philippe s'étaient répandues dans tout Nice, mais n'étaient plus qu'un écho lointain dans nos vies. « Mamie !» Isabelle est entrée en courant dans la cuisine, ses yeux brillants d'excitation. « J'ai trouvé encore une chose dans le grenier. Regarde ça !» Dans ses mains, une boîte en bois sculptée que je n'avais pas vue depuis des années. À l'intérieur, de vieilles lettres d'Alain, toutes adressées à moi, écrites pendant notre jeunesse. Mais il y avait autre chose, une enveloppe fermée, avec la date d'aujourd'hui écrite devant, avec son écriture. Mes mains ont tremblé en l'ouvrant. C'était comme recevoir une accolade du passé. Ma chère Marie, si tu lis cette lettre aujourd'hui, cela signifie que nos petits-enfants sont déjà grands, et toi, mon amour, tu as prouvé une fois de plus ta force. J'ai gardé cette enveloppe pour être ouverte justement à cette date. Le festival de la mandarine de l'année où ils fêteraient leurs 15 ans. Je sais que je ne suis plus là physiquement, mais je veux que tu saches que j'ai tout planifié en pensant à vous. L'argent gardé pour les enfants, les documents de la maison, tout a été fait pour protéger notre famille. Parce que j'ai toujours su, Marie, que tu serais leur forteresse, même quand ils ne sauraient pas qu'ils avaient besoin d'une. Avec cette lettre, j'ai laissé une surprise. L'acte notarié d'un petit terrain dans les environs de Nice. C'était censé être mon cadeau d'anniversaire pour toi, mais le temps ne l'a pas permis. L'endroit a beaucoup de mandariniers, je sais que tu sauras exactement quoi en faire. Continue à être cette femme incroyable que j'ai toujours aimée. Et souviens-toi, ta force n'est pas seulement dans tes bras qui font la meilleure confiture de la ville, mais dans ton cœur qui n'a jamais renoncé à aimer. Avec tout mon amour, Alain. Quand j'ai fini de lire, le silence dans la cuisine n'était rompu que par le bouillonnement de la confiture sur le feu. Sophie a été la première à parler, sa voix brisée. « Papa, il a pensé à tout, n'est-ce pas ?» À cet instant, j'ai regardé ma famille réunie là. Sophie avec ses livres universitaires, Théo et Isabelle, adolescents, mais avec cette même étincelle que quand ils étaient là petits, Madame Cécile comme une sœur que la vie m'a donnée. À travers la fenêtre, j'ai vu Juliette arriver pour notre après-midi confiture. Elle faisait maintenant partie de cette histoire aussi. « Mamie, » a dit Théo, tenant ma main, « vous avez déjà pensé à transformer le terrain en une auberge ? Un peu comme ces maisons de campagne que les gens visitent pour se reposer ? Et il pourrait y avoir une grande cuisine, » a complété Isabelle, « animée, pour que vous appreniez aux gens à faire de la confiture. » J'ai souri, sentant mon cœur aussi plein que les pots de confiture qui s'alignaient sur le comptoir. « Vous savez, ce n'est pas une mauvaise idée. Nous pourrions appeler ça le Cohen de la mandarine. Et je peux aider à la gestion, » a offert Sophie. « J'apprends la gestion à l'université et je m'occupe de la partie santé, » a complété Juliette, entrant dans la cuisine. « Vous imaginez ? Un espace pour les personnes âgées pour se sentir chez elles, avec beaucoup d'affection et de confiture de mandarine. » Les idées ont commencé à couler comme le miel que nous utilisions dans la recette. Bientôt, nous étions toutes assises autour de la table, planifiant, rêvant, construisant un nouveau chapitre de nos vies. Le soleil de l'après-midi entrait, par la fenêtre de la cuisine, illuminant les pots de confiture qui brillaient comme des joyaux ambrés. Sur le mur, la photo d'Alain semblait sourire, comme s'il savait que son plan avait fonctionné, non seulement de protéger notre famille, mais de nous reconnecter d'une manière encore plus profonde. « Maman, » a appelé Sophie doucement, « papa disait toujours que tu étais la colle qui maintenait notre famille unie. Il avait raison. » J'ai pris la cuillère en bois et goûté la confiture une dernière fois avant d'éteindre le feu. Elle était parfaite, sucrée juste ce qu'il faut, avec cette touche acidulée que seules les mandarines de notre jardin ont. « Tu sais, ma chérie, » ai-je répondu, en regardant toutes ces personnes chères autour de moi. « Ton père disait aussi que la famille, c'est comme de la confiture de mandarine. Il faut du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Mais surtout, il faut quelqu'un qui croit que, même dans les moments les plus difficiles, il vaut la peine de continuer à remuer la bassine. » Dehors, les mandarines continuaient de mûrir dans le jardin, promettant beaucoup d'autres après-midi, de confiture, beaucoup d'autres histoires à raconter, beaucoup d'autres moments à partager. Et moi, Martine, à 67 ans, j'ai finalement compris que je n'étais pas seulement la gardienne d'une recette primée. J'étais la
gardienne d'un héritage d'amour qu'Alain avait planté et qui maintenant fleurissait plus fort que jamais. Et ainsi, entre l'arôme doux des mandarines et la chaleur du soleil de Nice, notre famille a découvert que parfois, il faut perdre son chemin pour retrouver le vrai chemin de retour à la maison. Une maison qui, maintenant je le savais, serait toujours notre port d'attache, notre lieu de nouveau départ, notre forteresse d'amour.